Bonjour. Dans mon activité de conseiller agricole, puis ensuite d'animateur national sur l'agriculture biologique, j'ai été souvent confronté à des agriculteurs, à des paysans qui me disaient en toute bonne foi « L'agriculture biologique c'est intéressant, mais ça n'est pas généralisable. Alors je préfère chercher autre chose. » C'est à cette idée reçue, qui est une fausse idée reçue, que je vais essayer de m'attaquer. Parce que, en réalité, on a parfaitement d'autres possibilités que de pratiquer l'agriculture conventionnelle. Alors, ce que j'appelle l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture qui fait convention, c'est le terme, c'est-à-dire aujourd'hui basée sur la chimie, la mécanisation, etc. Cette agriculture conventionnelle, elle a de nombreuses impasses. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que de nombreux livres et films en ont parlé ces dernières années, et je préfère être dans les propositions positives plutôt que dans la dénonciation des choses qui vont moins bien. Mais je suis obligé d'en dire quelques mots parce que c'est important pour comprendre les solutions alternatives qui peuvent exister. L'agriculture conventionnelle, elle a évidemment un problème lié aux pesticides, je ne vais pas revenir dessus, mais leur problème ne concerne pas que la santé humaine, il concerne aussi et largement la biodiversité et en particulier celle des sols. Les insecticides, les herbicides, les fongicides sont faits pour tuer les herbes indésirables, les insectes, les champignons, mais tuent également la microfaune, la microflore et les micro-champignons des sols, qui s'appauvrissent progressivement. Et c'est un vrai problème à long terme. Par ailleurs, cette agriculture dite conventionnelle a un très gros problème concernant l'effet de serre et le bilan énergétique. Lorsqu'un agriculteur épand 100 kg d'azote chimique sur un hectare, il contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture qui parcourt 10 000 km. Il faut ensuite multiplier par le nombre d'hectares, ça donne une bonne idée. Et puis, cette agriculture a un bilan énergétique qui est désormais négatif, au moins à l'échelle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Cela veut dire que nous consommons plus d'énergie fossile pour la produire que nous ne produisons d'énergie assimilable par l'homme, puisque l'un des premiers rôles de l'agriculture, c'est bien de transférer de l'énergie solaire en énergie assimilable par l'homme. Lorsque cette agriculture a un bilan énergétique négatif, cela veut dire que la chasse et la cueillette sont aujourd'hui plus performantes que l'agriculture, ce qui est tout de même un comble. Enfin, cette agriculture conventionnelle est la première cause aujourd'hui de la faim dans le monde. Si vous pensez que la faim dans le monde est due à un déficit de production, je suis obligé de vous contredire. La faim dans le monde est avant tout due à des problèmes économiques et sociaux. En termes agronomiques, aujourd'hui, nous produisons déjà 330 kg d'équivalent céréales par humain et par an. Or, il suffit de 200 kg d'équivalent céréales par humain et par an. Donc à l'échelle planétaire, la production est suffisante. Malheureusement, une grande partie de cette production est utilisée pour nourrir le bétail, pour fabriquer des agrocarburants, et de toute façon n'est pas accessible aux pauvres, puisque le problème de la faim dans le monde est un problème de pauvreté. Prenons l'exemple du Brésil. Au Brésil, nous avons des grands domaines exportateurs, et nous avons une agriculture qui est très performante, qui pourrait nourrir 2 fois la population du Brésil actuelle, à peu près. Pourtant, 12 millions de Brésiliens souffrent de la faim. 6% de sa population. Parce que ces grands domaines ont remplacé la main-d'œuvre salariée agricole par des machines et de la chimie. Et cette main-d'œuvre salariée, aujourd'hui, croupit dans les favelas et meurt de faim. Or, à quoi servent ces grandes fermes? À exporter du soja, qui nourrit notamment les vaches laitières de Bretagne. Pour prendre un exemple par chez moi. En Bretagne, nos vaches sont nourries à base de maïs, mais doivent être complétées par du soja. Pour arriver à les nourrir correctement, nous importons une quantité de culture qui correspond à l'équivalent de la surface de la Bretagne cultivée au Brésil. Cette agriculture est donc maintenant à moitié hors sol. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce système qui, bien entendu, n'est pas durable, n'est pas pérenne? Pas seulement à cause des multinationales, même si elles ont leur rôle à jouer, elles ont joué leur rôle en tout cas dans le passé, et aujourd'hui elles bloquent complètement l'évolution du système. Mais ce système s'est d'abord mis en place par la volonté de bonne foi de gens qui croyaient développer l'agriculture dans le bon sens, qui étaient notamment des agronomes et des hommes politiques, et puis des paysans qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ces agronomes, notamment, ont raisonné selon un mode de pensée qui est complètement dépassé et archaïque aujourd'hui, qui est le mode de pensée réductionniste, qui consiste à isoler les systèmes les uns des autres, les problèmes les uns des autres, et les remettre ensuite dans le système comme si tout fonctionnerait pareil. En l'occurrence, on voulait augmenter les rendements, ce qui était normal au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On a donc sélectionné des variétés dans des conditions idéales pour augmenter les rendements. Mais des conditions tellement idéales, tellement théoriques, tellement virtuelles, qu'elles ne correspondent absolument plus à des conditions de culture. Lorsqu'on a voulu remettre ces variétés qui ont effectivement obtenu de très gros rendements dans ces conditions virtuelles, lorsqu'on a voulu les remettre dans les champs, on a été obligé de renverser complètement la façon de fonctionner par rapport aux 10 000 ans d'agriculture qui avaient précédé. Au lieu d'adapter les variétés au milieu, nous avons décidé d'adapter les milieux aux variétés. Puisque ces variétés obtiennent de gros rendements dans des conditions artificielles, nous avons artificialisé les sols à coups d'engrais chimiques. Ces plantes se retrouvent doublement fragiles. Fragiles parce qu'elles ne sont plus adaptées à leur milieu, et fragiles parce qu'elles sont nourries par des engrais solubles, qui les rendent particulièrement sensibles aux maladies. On est donc obligé de les protéger par des pesticides. Tout le système est cohérent lorsqu'on va jusqu'au bout. Et puis,
Ces monocultures sont des monocultures de clones. C'est-à-dire que ces cultures à haut rendement ont été sélectionnées de façon isolée, sans aucun mélange de cultures, parce que c'était compliqué à faire à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Et un champ de blé, ce sont tous des épis génétiquement identiques, ce sont donc des clones. Ces monocultures clonales ont permis la mécanisation. C'était utile, ça permettait de libérer des bras pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. C'est moins utile aujourd'hui où ça crée du chômage. Tout ça pouvait avoir sa cohérence à l'époque. Ça fonctionnait en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire dans des milieux tempérés. De façon provisoire, car nous épuisons progressivement les sols. Le problème, c'est que, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, la plus grande partie de la planète est composée de climats non tempérés. Non tempérés, ça veut dire que les climats, les milieux sont instables, que les conditions qui pour nous sont des conditions exceptionnelles, inondations, sécheresse, sont dans la plus grande partie des terres de la planète des conditions ordinaires. Lorsque les agronomes nous disent que les variétés améliorées, qu'on a utilisées pour ce qu'on a appelé la révolution verte, obtiennent de meilleurs rendements que les variétés traditionnelles et que les techniques traditionnelles, c'est une imposture, parce qu'ils vont nous parler des rendements lors des années idéales. Les autres années, ils nous disent « Ah mais ça ne compte pas, ce sont des accidents ». Le problème, c'est que dans les pays tropicaux, les autres années sont majoritaires. Lorsqu'ils sont majoritaires, ce ne sont plus des accidents. Et en moyenne, sur 5 ou 10 ans, l'agriculture conventionnelle a de moins bons rendements que l'agriculture bio, par exemple, dans les pays non tempérés. Alors, on a d'autres solutions que de pratiquer cette agriculture conventionnelle. On aurait pu sélectionner des variétés en mélange et non pas en monoculture, et pratiquer ce qu'on appelle des cultures associées. Les cultures associées, c'est qu'on a plusieurs espèces végétales dans une même parcelle. Tout le monde sait en agronomie que des cultures associées ont toujours de meilleurs rendements que des cultures pures, pour différentes raisons. D'abord, moins de concurrence nutritionnelle, puisque les plantes sont différentes, donc vont mobiliser des éléments minéraux différents. Mais surtout, certaines plantes vont apporter des éléments nutritifs. Par exemple, les légumineuses sont capables de capter l'azote atmosphérique et de le transformer en azote organique qui se retrouve ensuite dans le sol. L'azote atmosphérique étant la plus grande composante de l'air, c'est une ressource infinie. Les arbres, eux, sont capables d'aller chercher le potassium au contact de la roche-mère, très profondément dans le sol. Et le potassium qu'elles ont utilisé, elles le renvoient ensuite dans leurs racines à l'automne, puisque ce potassium est très peu exporté par les feuilles et les fruits. Mais comme ce potassium ne va pas être ramené là où elles sont allées le chercher, là où ils sont allés le chercher, les arbres le redescendent dans l'ensemble de leurs racines, et donc enrichissent l'ensemble des couches du sol en potassium. Et puis, pour le troisième des grands éléments fertilisants, c'est-à-dire le phosphore, là encore les arbres sont très utiles, et certaines cultures comme le sarrasin par exemple peuvent transformer de l'azote non disponible en azote disponible. Les arbres, eux, allant là encore le chercher dans les couches profondes. Donc on peut arriver à avoir une fertilité qui s'auto-entretient avec des cultures associées complexes. Alors c'est rare d'avoir un système vraiment complexe, très cohérent, et donc souvent on a besoin de rapporter des déjections animales sous forme de compost, donc il est utile d'avoir aussi des animaux. Au moins dans un premier temps et au moins en Europe. Ce système, il permet également une protection mutuelle des cultures, puisque diversité de plantes veut dire diversité d'habitats pour les animaux, pour les insectes, et on va avoir des plantes qui vont abriter des prédateurs, des parasites d'autres plantes. Mais surtout, ce système permet d'optimiser la photosynthèse. Parce que si vous prenez un maïs en Europe, au printemps, c'est un grand champ de terre nue avec quelques petits épis de maïs qui commencent à sortir. La terre nue, ça veut dire que au printemps, quand il pleut beaucoup, l'eau pénètre le sol et emporte l'azote, donc pollution des eaux, algues vertes. Mais ça veut dire aussi que les rayons du soleil tombent sur de la terre au lieu de tomber sur des plantes, et ne bénéficient pas aux cultures, et bénéficient même éventuellement plutôt aux mauvaises herbes, ou aux herbes indésirables. Alors que si vous couvrez le sol par une autre culture au printemps, une culture couvrante, en Afrique par exemple arachide ou niébé, culture qu'on va récolter au moment où le maïs va commencer à se développer à son tour. Et bien cette culture qu'on va avoir installée au printemps couvre le sol, utilise les rayons du soleil pour produire des aliments. Autrement dit, les rayons du soleil ne sont pas perdus, et ils sont beaucoup mieux optimisés, et donc la production de biomasse de la parcelle dans l'année est forcément supérieure, les rendements sont forcément supérieurs. Enfin, les cultures associées permettent de stabiliser les sols, de lutter contre l'érosion, qui est un mal terrible dans les pays non tempérés, qui sont souvent avec beaucoup de relief et des orages très violents, que ce soit orages intertropicaux, moussons, etc., évidemment cyclones et autres. Et donc pour stabiliser les sols, il ne faut surtout pas pratiquer des monocultures clonales de cultures annuelles. Il faut avoir des arbres et des arbustes qui stabilisent les sols, et les cultures sont implantées entre les arbres et les arbustes. Alors ce système qui fonctionne en fait très bien, donne de très loin les meilleurs rendements. Alors je vais vous donner un exemple très simple en prenant en Europe. Non pas un système vraiment de cultures associées, mais un système qui s'en rapproche, c'est-à-dire le maraîchage diversifié. Les personnes qui font du maraîchage en vente directe, qui ont 30, 40 espèces différentes, dont plusieurs espèces successives sur la même ligne au fil de l'année, que je vais comparer avec un blé
Le blé en monoculture conventionnelle, c'est vraiment l'archétype de la monoculture conventionnelle. Un blé, avec toute la chimie possible, va donner au maximum 100 quintaux par hectare. 100 quintaux par hectare, c'est 10 tonnes de grains consommables. Du maraîchage diversifié va donner 20 à 70 tonnes de matière consommable par hectare, et en ramenant à la matière sèche, 15 à 20 tonnes. Cela veut dire que du maraîchage diversifié, bio ou pas bio, donnera toujours de meilleurs rendements qu'une monoculture clonale de blé, même bourrée de chimie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai comparé blé et maraîchage et pas blé et blé? Parce que si je compare du blé bio et du blé conventionnel, comme on dit souvent dans les études qui ont été menées en Europe ou en Amérique du Nord, qu'est-ce que je fais en fait? Je compare d'un côté un blé en monoculture clonale, de variété standard, sélectionné pour la chimie, sans écosystème, soutenu par la chimie. Et d'un autre côté, un blé de monoculture clonale, de variété standard, sélectionné pour la chimie, sans écosystème, mais auquel j'enlève la chimie. Il est évident que le deuxième va avoir de moins bon rendement que le premier. Mais qu'est-ce que j'ai comparé? J'ai comparé un blé conventionnel avec un blé conventionnel sans chimie. Un blé bio, ça n'est pas ça. Ce serait un blé en cultures associées avec un écosystème, des variétés adaptées au milieu, etc. Donc pour pouvoir comparer les systèmes, il faut bien comparer des monocultures clonales et des cultures associées. Et de nombreuses études à travers le monde ont montré que les cultures associées en agriculture biologique ont de meilleurs rendements dans les milieux tropicaux que les cultures conventionnelles. Alors l'agriculture biologique, justement, qu'est-ce que c'est dans tout ça? Eh bien, ça n'est pas autre chose que la meilleure solution pour optimiser les cultures associées. L'agriculture biologique, ce n'est pas une agriculture ancienne, c'est une agriculture moderne qui fait la synthèse entre des savoirs anciens et des savoirs très modernes. Par exemple, le compost est une invention de Sir Albert Howard, qui est l'un des fondateurs de l'agriculture biologique en 1940. Un autre fondateur de la bio, Ehrenfried Pfeiffer, en 1937, a posé les bases très claires de ce qu'est l'agriculture biologique. C'est une agriculture qui reconstitue au niveau de la ferme un organisme avec des interrelations entre les éléments. Et ce que Pfeiffer visait à créer, c'est un agro-écosystème, c'est-à-dire basé sur à la fois un écosystème, c'est-à-dire le sol, les haies, les points d'eau, les talus, etc. D'autre part, un agrosystème, c'est-à-dire des plantes cultivées, des animaux domestiques, et enfin des humains. Les humains sont fondamentaux dans l'agriculture biologique depuis sa fondation, depuis l'origine. Les humains apportent bien entendu leur force de travail, mais ils apportent aussi leur savoir, parce qu'un savoir paysan, il a beau ne pas être écrit, ça reste bien un savoir construit qui est transmis de génération en génération et qui donne lieu à des expérimentations. Donc ce savoir, il est très important. Et puis les humains apportent également leurs besoins et leurs envies. Deux sociétés différentes dans un même milieu ne vont pas avoir envie de cultiver les mêmes plantes, les mêmes cultures, et c'est tout à fait normal, et nous n'avons pas à les faire changer, nous avons à les optimiser. Donc l'agriculture biologique vise à reconstituer un agro-écosystème complexe. Et les produits chimiques dans tout ça? Eh bien, j'espère que vous avez compris que ça n'est qu'un moyen. L'interdiction des produits chimiques de synthèse est un moyen pour reconstituer un agroécosystème. Ça n'est absolument pas le but de l'agriculture biologique. Alors, une fois qu'on a compris ces différentes alternatives entre les monocultures aidées par la chimie ou les cultures associées en bio, eh bien on a le choix. On a le choix entre partir du système qui a les moins bons rendements, les monocultures clonales, et améliorer ces rendements grâce à la chimie. Ou partir du système qui a le meilleur rendement, c'est-à-dire les cultures associées, et améliorer ces rendements par l'agriculture biologique. Non seulement, dans la longue durée, les rendements sont meilleurs avec les cultures associées conduites en bio, mais de plus, c'est un système qui est applicable à l'ensemble de la planète et pas seulement au milieu tempéré, contrairement à l'agriculture conventionnelle. Alors évidemment, cette agriculture biologique de cultures associées, ou agroécologie comme disent certains, mais c'est un débat un peu complexe, elle est très difficile à mettre en œuvre en Europe, beaucoup plus finalement que dans les milieux tropicaux. Parce qu'en Europe, nous partons d'un système qui est complètement appauvri. Nous n'avons plus d'écosystème, nous n'avons plus d'humains, puisque nous n'avons plus de main-d'œuvre, nous n'avons plus de savoir, nous n'avons plus de variétés adaptées au milieu, etc. Donc, en Europe, cela prend du temps. Les agriculteurs qui étaient près de la bio sont déjà passés en bio. Ceux qui vont passer en bio demain, dans 5 ans, dans 10 ans, sont de plus en plus éloignés de la bio. Pourtant, il faudra bien qu'ils évoluent, il faudra bien les accompagner. Donc il faut que les politiques mettent en place des moyens d'accompagnement, des réformes fiscales, etc., et que l'on donne aux agriculteurs biologiques les moyens d'aider les agriculteurs conventionnels à se former et à évoluer. Et en tout cas, il est très important que les paysans sortent de l'enfermement dans lequel ils ont été piégés. Parce que les paysans aujourd'hui se sentent pris dans un étau, entre d'un côté la société qui leur dit « vous nous empoisonnez », et d'un autre côté l'agro-industrie qui leur dit « vous ne pouvez pas faire autrement ». Et cet étau les écrase. L'une des solutions, c'est de se tirer une balle dans la tête, au moins on y échappe. Et malheureusement, beaucoup de paysans le font, et c'est un vrai drame. L'autre solution, la plus souvent utilisée, heureusement, ou malheureusement par rapport à la troisième, c'est d'être dans le déni.
et de dire « Non, ce n'est pas vrai, nous ne vous empoisonnons pas ». L'ennui, c'est que c'est vrai, l'agriculture actuelle, conventionnelle, empoisonne. Mais heureusement, il y a une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus optimiste et positive, c'est d'abattre l'autre mur. Il est faux de prétendre qu'on ne peut pas faire autrement. On peut parfaitement produire de quoi nourrir le monde, et de quoi nourrir la France, en l'occurrence en France, sans aucun problème avec l'agriculture biologique tendant vers l'agriculture associée. Il y a parfaitement des solutions, il suffit juste de s'y mettre.